Allez, c'est le cliché de la semaine, la Porsche caviar de DSK, paparazzi en plein Paris, dans une voiture à 10 plaques, à gauche, à droite, les détracteurs s'en donnent à cœur joie, l'homme de Washington plus bling bling que terroir. D'abord, quand on est socialiste, on n'a pas le droit d'avoir un pote qui roule en Porsche. C'est pas le problème, je vous avais prévenu ici, je vous l'avais dit, Strauss-Kahn incarne les élites mondialisées. Il l'incarne malgré lui, et en partie parce qu'il en est. C'est comme ça. Voilà, et toute la campagne, ça va lui tomber dessus. C'est première erreur de com, ce qui est paradoxal parce qu'il avait plutôt été discret. Non, mais en plus, ce qui est drôle, c'est qu'on se demande à quoi servent les conseillers en com. Ça, c'est encore un métier. Je me demande d'où ça sort. Parce que qu'il n'y en ait pas un qui lui ait dit que ça allait faire du ramdam, c'était évident. Et je voudrais montrer quand même un truc amusant, et je laisserai la parole à Nicolas, c'est la différence d'époque. Dans les années 60, Georges Pompidou, Premier ministre, il n'y a pas plus terroir que Georges Pompidou, rentrait dans la cour de Matignon en Porsche. Dans sa Porsche. Pas la Porsche d'un copain, dans sa Porsche. Et ça ne choquait personne. Et la France, à l'époque, n'était pas choquée que le Premier ministre conduisit une Porsche. Ça, c'est vraiment la différence de l'époque. Pourquoi ? Parce que, à l'époque, les élites conduisent un peuple vers le progrès et sont imprégnées de l'idéologie patriotique et nationale. Aujourd'hui, le peuple est convaincu, à tort ou à raison, moi je pense à raison, que ces élites ne se soucient plus de l'intérêt de la France et sont dans une conception mondialisée des choses. Le hiatus, il est là. La Porsche, c'est le signe de ça. Non, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que effectivement, c'est une erreur, mais alors grossière de communication, et elle est la preuve, d'une certaine façon, qu'il n'est pas encore totalement en campagne électorale. Parce que souvenez-vous de cette phrase qu'avait prononcée Nicolas Sarkozy et qui avait au fond bien marqué la différence entre celui qui est dans la bataille et celui qui n'y est pas encore. Il avait dit à ses amis: je ne vous appartiens plus. C'est-à-dire que Dominique Strauss-Kahn devra rompre avec tous ces gens-là qui sont par ailleurs ses conseillers en communication et qui roulent en Porsche. C'est le b.a.-ba des choses, je veux dire. Parce que sinon, effectivement... Comme les footballeurs, c'est toujours le même sujet. La Porsche tranquille, ça le fait pas. Je veux dire, c'est pas un slogan de campagne qui peut marcher, surtout que, justement, il doit incarner la France comme rempart contre la mondialisation. Et qui mieux que lui pour l'incarner? C'est là où Zemmour roule pour lui, même s'il n'est pas en Porsche. Même s'il n'est pas en Porsche. Mais c'est là où, effectivement, il y a un hiatus. Il devra faire campagne à pied. Sinon, les Français lui diront: allez, la Porsche. Si on est bien d'accord. C'est bien ce que je dis. Sauf que là où tu te trompes, c'est que je pense qu'il apparaîtra comme le mieux placé. Alors, sauf si il multiplie les gestes comme ça, s'il part naviguer sur le Paloma ou d'autres trucs. Un mot de Martine Aubry qui aurait laissé tomber, selon les infos du Nouvel Obs, qui maintient, malgré le démenti de la première secrétaire. Ça y est, elle a abandonné la course, d'après vous? Écoutez, moi, c'était l'analyse que je faisais. Je peux me tromper, j'avais le même sentiment que le Nouvel Obs, c'est-à-dire qu'elle avait renoncé. D'après moi d'ailleurs, elle n'en avait jamais vraiment envie. Elle se disait simplement si c'est pourquoi pas moi, puisqu'il y a lui, quoi. C'était un espèce de réflexe mimétique, plus que d'envie réelle d'être président de la République. C'est mon analyse. Je peux encore là, c'est vraiment j'avance. Moi, je crois qu'Éric se trompe. Elle en avait envie un jour, elle en avait plus envie le lendemain. C'était le désir alternatif. Ça existe chez les gens, d'être tout d'un coup de se dire pourquoi pas moi. Voilà. Donc elle n'en avait pas une féroce envie. Il faut être précis de ce point de vue-là. Mais je pense qu'elle est dans un piège. Elle est dans un piège qui était qu'elle aurait dû apparaître au-dessus de la mêlée. Ce pacte avec Dominique Strauss-Kahn était là aussi une erreur parce que ça lui permet pas de tenir le parti et d'organiser ses primaires tellement étrangères à l'esprit français que du coup il a fallu qu'elle soit sur une position élevée pour les organiser. Et là, elle est du côté du camp de Strauss-Kahn. Donc son renoncement paraît aller de soi. Non, moi, tu vois, je fais une analyse différente. Il me semble que c'est toujours la même pente des socialistes qui sont d'abord obsédés par le parti. Je crois. Oui, je crois que c'est leur réflexe naturel. Ils ont une logique partisane. Tu sais, c'est le mot du général de Gaulle qui disait en 45, je convoque Édouard Herriot, je lui dis de m'aider à sauver la France et il me dit qu'il peut pas parce qu'il doit ressusciter le parti radical. Non mais je crois vraiment, je me moque, mais pas complètement. Je pense vraiment que c'est la gauche traditionnelle et ils sont fondamentalement dans une logique partisane. C'est une des raisons de leur triple défaite à la présidentielle. Je finis simplement pour montrer ça.
et ça va vous faire l'intervention avec Chevènement. Merci bien. Jospin est encore persuadé, ça va faire quoi, 10 ans? Voilà, 10 ans plus tard, il est persuadé qu'il a perdu en 2002 uniquement parce qu'il y avait trop de candidats à gauche et qu'il n'a pas maîtrisé l'offre partisane, vous voyez, de la présidentielle. Il en est encore intimement persuadé parce qu'il raisonne toujours en logique de parti, très 4e République, et ils ne rentrent jamais vraiment dans la logique de la 5e, monarchique, plébiscitaire, etc. Je crois que Martine Aubry, elle est typique de ça. Et parmi donc ce grand nombre de candidats en 2002, il y avait Jean-Pierre Chevènement qui serait sur le point d'y retourner l'an prochain. Écoutez-le. Pour ma part, je serai candidat pour faire bouger les lignes. Les socialistes auraient tort d'avoir peur parce que je veux leur bien. Ouais. Je souhaite qu'ils se mettent à la hauteur de la situation. Alors c'était sur Europe 1 cette semaine, mais finalement c'est du teasing. Hein. Il va officialiser sa candidature à l'automne. C'est du teasing ou c'est du marchandage en vue des sénatoriales ou des législatives? Je crois qu'au moins Olivier Besancenot a été clair. Sa dernière tournée, il l'a faite. Il ne repiquera pas. Et je pense que Chevènement, ce sera la même chose. Il appartient à une histoire dépassée. Alors la question est justement pourquoi il appartient à une histoire dépassée. Pourquoi au fond pourquoi au fond les Chevènement, les Séguin, les Pasqua, les Zemmour, qui croyaient qu'ils étaient portés par le sens de l'histoire, par la nation, eh bien au fond ont été ratiboisés, ont perdu leur combat à part un référendum. Et ils continuent à nous dire qu'ils parlent au nom du peuple, tous ces gens-là, Chevènement encore. Et ils parlent tellement au nom du peuple que chaque fois ils sont battus aux élections essentielles. Voilà, donc là c'est ce qu'il va essayer de nous dire encore, c'est qu'il porte un combat important, que moi je ne mésestime pas du tout. Mais simplement, il ne nous expliquera jamais, en tout cas il ne l'a jamais fait, pas davantage que Zemmour, pourquoi au fond ils sont passés à côté de l'histoire. D'abord, non, mais parce que c'est ma grande souffrance, et Nicolas le sait, donc, mais je suis très fier qu'ils me mettent dans le camp de Chevènement, Séguin, Pasqua, des gens que j'admire. Et que je respecte et avec lesquels effectivement j'ai pas beaucoup de désaccords. Je pense qu'il y aurait effectivement, j'essaie d'écrire des papiers, etc. parce que je continue à penser que le vrai clivage aujourd'hui n'est plus droite-gauche mais entre les partisans du oui et du non au référendum de Maastricht. Je continue à penser que Séguin et Chevènement ont tout prévu. Tout ce qui est arrivé depuis, ils avaient raison sur tout. Et il y a une vraie question. C'est que le peuple leur a donné tort. Non. C'est le peuple leur a donné raison en 2005, Nicolas. Oui, d'accord. Le peuple leur a donné raison en 2005. En revanche, là où tu as raison, c'est qu'ils ont été incapables, les uns et les autres, de transformer. Ils n'ont jamais été de Gaulle. Il y a de multiples explications personnelles sur Séguin, sur Chevènement, le mot cruel qui nous ramène à notre sujet de Max Gallo, un de ses meilleurs amis, qui dit il parle comme de Gaulle et il agit comme Guy Mollet. Donc on voit bien qu'il est un mot d'une rare cruauté et qui vient d'un de ses plus proches. Je pense qu'il y a ça. Séguin, c'était aussi un peu ça. Il n'y a pas de Gaulle. Il y a le problème aussi Le Pen, qui est que dans le même camp, l'électorat populaire est phagocyté et congelé par Le Pen, et que aucun de ces grands personnages que j'ai cités n'a eu l'audace mitterrandienne ou même de Gaulle, on a déjà eu cette discussion, de décongeler et d'aller chercher ces électeurs et de faire la décontamination. Personne n'a osé. J'ai eu de grandes discussions avec Chevènement là-dessus. Je continue à penser qu'il a raté le coche en 2002 parce qu'il n'a pas osé parler d'immigration, parce que je continue à penser que, et d'ailleurs j'ai lu beaucoup d'études là-dessus de gens très sérieux, pour l'électorat populaire, l'immigration est un point identitaire et fondamental, et c'est pour ça que les ouvriers ne l'ont pas suivi, comme d'ailleurs un type comme Mélenchon refait la même bêtise. Vous avez vu les sondages intéressants, 1% des ouvriers votent Mélenchon. Parce qu'ils n'osent pas parler d'immigration. C'est le même sujet, c'est tout. Voilà. On doit s'arrêter là-dessus. C'est dommage. Excusez-moi, la semaine prochaine. Pardonnez-moi. La semaine prochaine, alors.